Alors, pour la mise en route de Pessah, je vous ai donc donné le plan, qui est ici. En lien pour le direct, il y a le dossier complet. Le deuxième document, c'est les mesures, poids et mesures, qui ont cours pendant le Seder. Et le troisième document, dont je ne suis pas peu fier, si je peux me permettre, il est très important, c'est le plan de la Haggadah. Je vous dirai pourquoi j'en dire une fierté infantile. Voilà. Donc le but de cette formation, à l'instar de tout le reste, c'est de rendre facile l'approche de Pessah. Le Talmud enseigne, le Mishnah enseigne, que 30 jours avant toute fête, on est censé étudier les lois de la fête. Bon, toutes les fêtes ne nécessitent pas un mois d'études approfondies. En revanche, cette règle, si elle a un sens, c'est en particulier pour Pessah, parce qu'il est vrai que les lois de Pessah sont très très abondantes. Mais dans la pratique, c'est-à-dire le produit fini pour ce qui nous concerne ici et maintenant, c'est en réalité relativement simple. Donc on peut faire compliqué, on peut faire simple. Notre but, ce sera de faire simple, concret et efficace. Alors, le plan de cette année est simplifié, ça tombe bien pour faire simple, puisque il incluait 3 parties. La première qui concerne le régime alimentaire de Pessah et les interdits spécifiques. Le deuxième qui concerne le Seder, la deuxième partie qui concerne le Seder de Pessah, donc qui est un moment clé du déroulement de la fête. C'est pas le seul, bien sûr, mais c'est le moment clé. Puis il y avait une troisième partie que j'ai grisée ici, que j'ai reproduite en gris, et qui ne concerne que certaines années où Pessah tombe à la sortie de Shabbat. Le premier Seder tombe à la sortie de Shabbat, et il est vrai que ça nécessite une organisation du Shabbat assez spéciale, puisqu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en termes de destruction du Hametz et autres. Bon. Donc, puisque ce n'est pas le cas cette année, je ne sais pas si vous avez observé cela, Pessah pour l'année 1778-2018 tombe vendredi soir, en même temps que Shabbat. Donc, à part quelques petits détails de rituels ou de pratiques, il y a peu de choses qui vont varier. Et le deuxième jour de Pessah en diaspora, ce sera donc dimanche. Donc, Seder vendredi soir et Seder samedi soir. Alors, les dates, par contre, je ne les ai pas en tête, mais bon, vous les retrouverez facilement. Donc ça sera pour le plan que nous allons approcher. Les poids et les mesures concernent les obligations alimentaires du Seder. Donc les fameuses 4 coupes de vin, comment on les boit, à quel moment on les boit, selon quel volume et avec quel type de vin. Idem pour tout ce qui est matzah, maror, quel volume, dans quelle posture, à quel moment et à quel rythme. Si on est bien portant, si l'on est moins bien portant, etc. Idem pour le maror, les herbes de mer, et puis il y a l'option carpas, le carpas aussi, le céleri. Bref, tout ça est indiqué. Ça peut être impressionnant, peut-être risible. Peut-être même risible. On verra que tout cela, tous ces calculs ne viennent pas de nulle part et qu'ils ont un sens. Est-ce qu'il vous serait possible? Je vous remercie. Pardon du dérangement. Merci beaucoup. Donc ça, c'est le côté vraiment un peu technique, qui n'est pas le moindre d'ailleurs. Il y a des aspects techniques plus difficiles. Et enfin, le troisième document, que j'ai appelé le plan Haggadah. Alors, je conservais une très grande frustration en France, souvenir de frustration, au regard de la Haggadah de dérouler, puisque c'est très bien comprendre. On ne peut pas un commandement pour simple, tu racontes à ton fils. Or, lorsque vous prenez le fameux support de la Haggadah, je ne sais pas si vous avez un souvenir frais, présent, mais on a l'impression qu'on ne raconte pas vraiment les choses, qu'on tourne autour du pot, et que dans un désordre troublant, on n'a finalement pas approché en profondeur du sujet. D'autant
que si vous regardez du côté du rouleau d'Esther comme une sorte de pourri, vous avez un récit limpide, construit, bien bâti, efficace, facilement adaptable. Donc là, on ne peut pas de transition digne de ce nom, mais là, la Haggadah, voilà, c'est quand même pas compliqué, il y a des chapitres entiers du Tanakh, de la Paracha, en l'occurrence de l'Exode, qui font ça très bien. Pourquoi on ne se contente pas de lire ces versets, de formuler, de faire je ne sais pas moi, de la poésie si on veut. Mais là, vous avez des circonvolutions rabbiniques antiques dont on ne pas en cure, en fait, et qui ne nous renseignent pas. Donc, un peu plus tard, je me suis dit, on va se laisser faire, il faut quand même dominer ce texte. D'ailleurs, dans la vie, j'ai remarqué qu'il faut savoir dominer les textes avant qu'ils nous dominent, ou après qu'ils nous aient dominés. Il faut reprendre le dessus, non pas pour leur faire dire n'importe quoi, mais pour se dresser, non contre eux, mais face à eux, pour venir à bout de le sens, dans tous les cas, une première strate du sens. Donc à force, j'ai essayé de maturer un plan de la Haggadah, rien de... C'est un réflexe de collégien, d'accord. En fait, moi, le plan du texte, bon, bah, voilà. J'ai fait la même chose, j'ai fait le plan du texte, essayant de savoir surtout d'où venait ça, chaque texte. Puisque chaque paragraphe vient d'une époque, d'un lieu qui sont souvent les mêmes, d'accord. Et c'est d'autres techniques à chaque fois qui relèvent, enfin, de quelles relève chacun paragraphe. Donc, on verra ça en profondeur. Et du coup, j'espère que la Haggadah pourra s'éclairer et qu'elle sera d'autant plus profitable pour vous. Ce ne sera pas juste ce moment interminable où on cherche, en feuilletant un peu en avance, la mention, on dresse la table et on mange. Je pense que ça commence à bien faire et que ça barbe tout le monde. Hein, c'est surtout ça. Voilà ce que nous avons au programme. Alors, je vais vous donner les supports. Alors, le ménage de Pessah, par exemple, il m'est arrivé de le vendre en 2 heures. Je veux dire, de vendre le principe du ménage de Pessah en 2 heures. Comme tient ma vie, je vais éviter l'application par un public qui trouverait scandaleux, j'évite cette formule, mais sachez quelle est l'essence. Le ménage de printemps, nous aurons à imaginer, ou plutôt décrire les véritables contraintes, de manière à rendre un Pessah conforme à nos contraintes professionnelles et quotidiennes du moment. C'est-à-dire que, imaginez que tout le poids de la fête, tout le débarrassage, le nettoyage, le ménage de Pessah, alias ménage de printemps, repose sur les épaules, au hasard, de la femme, qui en plus a une vie professionnelle et qui en plus va être maman, etc. Bref, on a toute la problématique contemporaine de la condition féminine. Évidemment, tout cela est non seulement passé, mais mérite qu'on se plonge dans la théorie pour donner de l'actualité et remettre un équilibre en la matière. Là, mes collègues et moi-même, et nos prédécesseurs, trop souvent vus, parfois dans l'indifférence la plus totale, des accès de dépression au moment des fêtes de Pessah, dans les familles juives. Ça, c'est trop souvent vu. Cet épuisement qui fait que non seulement on profite pas de la fête, mais on se rend malade, fait que pour le coup, ça devient un sujet grave, c'est important. Donc, introduction tout d'abord. Selon la formule, enfin, selon, je dirais même, la culture séfarade, ça changera. Les souhaits de Pessah se disent ainsi, on se souhaite Pessah Kasher Vesameach. Dans le monde séfarade, je schématise bien sûr, ce qui veut dire un Pessah Kasher, ça veut dire réglementaire, Vesameach et joyeux, dans cet ordre-là. Et dans la culture ashkénaze, on aurait tendance à se souhaiter davantage Pessah Kasher tout court, Pessah réglementaire. Point. Bon, je passe sur la prétendue austérité présente dans la culture ashkénaze. C'est sans doute pour une part un stéréotype, mais revenons sur l'expression plus complète, Pessah Kasher Vesameach. Un Pessah Kasher est joyeux parce que je pense que tout est là en fait. Dans cette petite formule de rien du tout, l'idée que, vous savez, on en parlait encore hier à la conférence shabbatique, le Vav, la conjonction de coordination V en hébreu, peut s'entendre
mais aussi mais. Donc un Pessah cachère, oui, mais joyeux. Et pas un Pessah joyeux, oui, cachère. Donc un Pessah réglementaire, sans doute, mais pourvu qu'on ait la disposition et le bien-être qui va avec, qui vont avec, et un Pessah joyeux, pourvu qu'on n'ait pas que le folklore, mais quoi aussi dans les lignes, qu'on ait fait les choses dans les règles de l'art. Et c'est finalement une belle synthèse. Un dernier mot sur les formules, pendant qu'on y est. Dans l'héritage ashkénaze, on se Pessah cachère et un peu partout. En revanche, on se saute un Purim Sameach, un Purim joyeux, à juste titre. Certains ont imaginé qu'on pourrait à cet égard inverser les adjectifs et se sauter un Purim cachère et un Pessah Sameach, ce qui revient un peu à la dualité cachère et Sameach. C'est-à-dire un Purim qui soit digne de ce nom, et un Purim qu'on peut observer parfois, et qui mène à pas grand-chose, et en même temps que le Pessah ne soit pas cachère, mais bien joyeux. C'est la formule cachère et Sameach. Bon. Donc là, vous avez notre objectif, notre finalité en matière d'ici Pessah. Le ressourcement, l'inspiration, l'extase spirituelle s'il le faut, et en même temps qu'on ait la pleine conscience de la gestion des contraintes de Pessah, parce que ceci est intimement lié à cela. Alors, je commence dans la partie dure, c'est le grand 1, la partie molle, enfin je veux dire, le Sameach, le joyeux, ce serait davantage dans la deuxième, encore que on peut trouver une certaine joie à faire du ménage, certains c'est pas mon cas, les interdits spécifiques de Pessah, commençons par cela, avec l'obligation de définir et de décliner les applications. Alors à Pessah, il y a en effet un régime particulier. D'abord au niveau du calendrier, on va caler les choses. En diaspora, c'est 2 jours chômés au début, 2 Yamim Tovim, 2 Yom Tov au début, 2 Yom Tov à la fin. Total, Pessah va durer 8 jours diaspora et 6 jours d'entrée. Donc c'est 1 Yom Tov au début, donc un seul Seder, et 1 Yom Tov à la fin. Le Yom Tov début est justifié par la sortie d'Égypte, c'est la date de la sortie d'Égypte, le 15 Nissan. Et si nos calculs sont bons, le dernier Yom Tov coïncide avec la traversée de la mer Rouge. Il dommage d'ailleurs parce qu'on est tellement focalisé sur le début qu'on en oublie d'investir à la fin et de s'en inspirer. Ça n'est pas rien la traversée de la mer Rouge. C'est bourré de messages aussi. Donc voilà pour les repères. Et pendant cette semaine de 7 ou 8 jours en diaspora, il y a un régime alimentaire particulier qui tient à des commandements précis de la Torah. En l'occurrence, ces commandements concernent un type de denrée qu'on appelle chametz en hébreu, qui veut dire de la pâte levée. Une formule chimique du chametz, c'est une des 5 céréales que je vais citer, plus, donc réduite en farine, plus de l'eau, plus repos. Repos de 10 minutes. Donc simplement le contact de cette farine et de l'eau fait que par réaction, il y a déjà un processus de, comment on va appeler ça, quel substantif j'ai employé, fermentation, je ne sais pas si ça correspond. En tous les cas, ça lève. Voilà, on va le dire. Les 5 céréales sont blé, orge, seigle, épeautre, avoine. Blé, seigle, orge, seigle, épeautre, avoine. Donc par exemple, imaginez la farine de maïs, ça fonctionne. Imaginez autre chose que de l'eau, du vin ou du jus d'orange, du fruit. Alors on verra qu'est-ce que c'est qui n'est pas du chametz. D'accord, nous verrons.
la matzah, elle est faite comment? Elle est faite avec de la farine de blé, de l'eau, c'est de la pâte, c'est pétri, et c'est cuit très 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 vite. De sorte que la cuisson va filer le processus, et je n'aurai pas de pâte levée. Donc bien avant les 18 minutes, et dans le concret, vous pouvez observer, trouver une vidéo de production de matzah, c'est très sympathique. Je crois qu'en 2 minutes, on arrive à fabriquer une matzah, elle sort du four une fois après avoir mélange eau et farine. Vous verrez qu'il y a toute une obsession à tout nettoyer pour qu'il n'y ait pas de résidus d'eau avec des résidus de farine, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le hametz, à proprement parler. Il y a également le levain, qui tombe sous la même batterie de commandement. Et qu'est-ce qu'il est interdit au juste? C'est d'une part manger, et d'autre part, de posséder et de tirer profit. Je reprends ces deux premiers chapitres, manger et posséder. Alors c'est quand même assez, original dans les commandements de la Torah, la possession, a priori, n'est jamais vraiment rentré en ligne de compte. Ce que je ne mange pas, pointer à la ligne, qu'il soit chez moi ou ailleurs, ça n'a au fond pas d'importance. C'est peut-être pas très commode à gérer, mais en tous les cas, on ne me demande pas de posséder. Et là, interdiction de possession. D'où des applications qui vont prendre leur sens, ce qu'on connaît, en fait, de dire Pessah. Enfin, la réalité de ça, c'est que on va se déposséder du hametz disponible chez soi. Soit on va les éradiquer, soit on va, par différents procédés, faire en sorte de ne pas le posséder, parfois tout en l'ayant chez soi. Alors, à la vérité, ce commandement de la possession aurait été aisément contournable. Le Talmud imagine comment, par exemple, on peut se soustraire au prélèvement, vous savez, de la dîme, du 10% de la récolte. Notamment la partie, ce qu'on appelle Maaser Ani, il advient qu'une deuxième dîme est prélevée à l'attention des pauvres. Et on imagine un gars, c'est le Mishnah qui l'évoque, un gars, il n'a pas envie de payer cette fiscalité-là, il n'a pas envie de payer cet impôt, c'est comme un impôt. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dépossède de tout. Il déclare devant témoin qui veut bien l'entendre, voilà, ce qui est ici, je m'en dépossède. Je renonce à cette propriété. Bon, sauf que moralement, personne n'ira lui prendre ses terrains puisqu'il vit dessus. Mais voilà, sur le papier ou dans l'air, il déclare que c'est plus à lui. Et donc, effectivement, c'est plus à lui. Et donc, les prélèvements, pour les pauvres, il n'est plus assujetti puisqu'il est pauvre lui-même, il n'a plus rien. C'est comme ceux qui, dans la vie, organisent leur insolvabilité. Il n'y a rien de plus pénible que quelqu'un qui est redevable et qui fait en sorte de ne pas recouvrir ses dettes, mais par des subterfuges, d'accord. Donc il y a ce type de subterfuge qui pourrait fonctionner. J'ai un stock de hametz chez moi, j'ai pas envie de m'en débarrasser pour des raisons X ou Y, et je déclare que ceci ne m'appartient plus. Ben, ça fonctionne. En vrai, ça fonctionne, sauf qu'il y a un risque. Le risque, c'est quoi? C'est qu'en présence de hametz, puisque c'est une denrée autorisée toute l'année, puisque aussi ce sont peut-être des denrées chères, imaginez des pâtisseries élaborées, auxquelles je tiens, un whisky 12 ans d'âge, vous expliquerez pourquoi le whisky est hametz. Bon, il y a base d'érable, donc en même temps c'est facile. Je sois un peu, peiné de m'en être dépossédé, et qu'au fond de moi, en mon cœur, en mon fort intérieur, je n'ai pas vraiment fait la dépossession, je ne m'en suis pas vraiment dépossédé, donc j'ai été peut-être insincère, voire même je peux revenir sur ma déclaration. Donc devant tous ces risques, et devant nos réflexes, qui sont tout à fait légitimes, le matin, pas très bien réveillé, on prend ses biscottes, machin, on n'a pas regardé. Bon. Nos maîtres nous ont demandé de nous débarrasser effectivement du hametz. Effectivement. De l'éradiquer, donc, pour de bon, quand bien même on pourrait contourner la chose. Cette éradication du hametz, elle se déploie, elle s'organise en cette fameuse recherche du hametz. On va y arriver dans quelques instants, ménage et recherche. Donc, je n'empiète pas trop pour l'heure, parce que je suis encore dans mon petit 1. Mais voilà les interdits fondamentaux, et voilà jusqu'où ils pourront aller. Je vous parlerai également de la vente du hametz,
qui est une solution de rechange aussi. Alors, en termes d'application, j'ai indiqué que Hametz, c'était les pâtes levées elles-mêmes, ça inclut aussi le levain, Marknetzek, mais ce faisant, vous avez aussi des denrées qui contiennent du Hametz. Et dans notre alimentation très sophistiquée, industrielle, il y a une suspicion sur à peu près tout. Peut-être les fruits et légumes, mais encore. Enfin, j'exagère. La suspicion, elle repose sur quoi? Elle repose sur le fait que la présence de Hametz comme ingrédient pose problème si elle, par exemple, dépasse les 5 proportions, la 60e, ou bien si elle se repère dans la tessiture de l'aliment, dans son goût, peut-être dans sa couleur. Et là, je décline des éléments théoriques, en fait, parce que ce n'est pas de notre ressort. Enfin, je veux dire, c'est compliqué d'avoir à gérer ça, et on s'en remet volontiers soit à des productions spéciales, cachères les Pessar, soit à des listes de produits autorisés qui sont dans le commerce. Alors, il n'y en a pas des masses, hein. Elle est assez maigre cette liste. Donc pour le coup, on mange un peu light, quoi, tant qu'à faire. Enfin light. Les recettes de Pessar n'ont rien de light, hein. Mais en tout cas, on a la conscience un peu plus tranquille de ce point de vue-là, se dit-on. Ça devient la mode tout d'un coup. Bon. Autre champ d'application, donc j'ai parlé des mélanges, il y a des... alors, tiens, un sous-champ dans la question des éléments composites, les médicaments. Question qui revient chaque année. J'ai un traitement et mes médicaments ne sont pas garantis cachère les Pessar. Il y a une présence de Hametz. Alors, est-ce qu'il faut suspendre, est-ce qu'il faut chercher une solution, remplacement, etc. Vous imaginez bien que pour certains traitements, c'est plus folie que de chercher ne serait-ce qu'à les remplacer. Et je ne parle même pas de les suspendre. C'est le même qui régule la tension artérielle ou autre. Bon. Enfin, la tension, pardon. La tension. Donc, évidemment, on étudie cette question sérieusement. Je dirais qu'il y a dans la question une alternative, ou bien il y a un goût agréable. Et donc, ça peut s'apparenter à de la nourriture. Ou bien il n'y a pas de goût agréable. Et là, on peut sortir de la problématique de la nourriture. Donc, Hametz ou pas, ça n'aurait pas d'importance. Et disons que pour les traitements lourds, on ne se pose même pas la question du remplacement. Et pour les traitements plus légers, là, on regarde est-ce que ça a un goût ou est-ce que ça n'a pas de goût. Si c'est un goût excessivement remplaçable sans risque aucun, on remplace. Si ça n'a pas de goût, on pourrait à la rigueur se passer de remplacer. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Alors, extension possible. Et là, on rentre dans la zone grise qui va de la halakha, en passant par la coutume jusqu'au folklore. Il y a des précautions que les communautés, à travers les siècles, ont parfois développées au titre du principe de précaution. Par exemple, la plus connue, c'est celle des légumineuses. De tous ces petits légumes qui se trient volontiers et qui pourraient se mélanger avec du blé, dans lesquels on pourrait trouver un grain de blé. Aujourd'hui, bien sûr, votre sachet oncle de calories, il y a peu de chances que vous y trouviez un grain de blé. Ce serait vraiment le diable, quoi. Mais jadis, les céréales cohabitaient, les aliments cohabitaient très bien. Jadis, enfin bon, je ne sais pas de quel jadis je parle d'ailleurs, mais c'était avant oncle Ben, c'est le riz qui ne colle jamais. C'était avant tout ça, et pardon pour la pub. Et donc il fallait notamment, pour ceux qui mangeaient le riz à Pessah, le trier 3 fois pour bien vérifier que certains continuent aujourd'hui encore, fidèles à la coutume de leurs ancêtres, et parce que la précaution n'est pas dénuée de sens, on trie 3 fois le riz, et puis certains s'abstiennent. Tous des petits légumes où ce type de mélange c'est possible, globalement dans la communauté ashkénaze, on les a très largement éradiqués, on les évite à Pessah, et dans la communauté séfarade, c'est très très variable. Entre certaines régions d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, ça dépend. Certaines légumineuses sont proscrites dans la coutume seulement, pas dans la halakha fondamentale. D'autres ne le sont pas. Et vous avez des discussions savoureuses, parfois des scènes de ménage où lui
est tunisien et sa mère faisait du riz à Pessah, elle est algérienne, et en plus de ne pas être tunisienne, elle a pour défaut de ne pas manger riz à Pessah, d'être plus stricte. Ou inversement, etc. Donc, avec le présupposé, je ne sais pas pourquoi on nous a mis ça à nous rabbins sur le dos, c'est la coutume du mari qui l'emporte. Voilà, et c'est de notre faute, hein, bien sûr. Si la coutume du mari l'emporte, nous aurions décrété que. Bon, et je vous avoue que j'ai pas. La question m'agace, pour ma part, je ne me suis pas penché sérieusement là-dessus. S'il fallait solutionner les ménages à cause de ces problèmes-là, je trouve que pour moi, ça dénote d'autres problématiques que d'avoir à trancher, demander au rabbin pour que époux et épouse s'entendent. Est-ce qu'on prend du riz à Pessah ou pas, comme ta mère, comme la mienne, sainte mère, etc. Bon, ça c'est une exception possible. D'un même ordre d'idée, vous trouvez, et ça nous est plus familier ici, puisqu'il y a beaucoup de juifs qui viennent d'Algérie, la coutume qui consiste à écarter les volailles. Parce que les volailles, elles en picorent. On ne sait plus trop ce qu'elles mangent aujourd'hui, ces braves volailles en batterie. Mais elles picorent, et donc probabilité pour qu'on trouve un grain de blé dans ce poulet qui aurait été cuit, et là, au malheur, cuit avec le grain de blé en plein Pessah. Qu'est-ce qui devient Hametz? Est-ce que si j'ai une moitié de grain de blé, une moitié de poulet, dans le poulet, sa moitié de grain de blé, etc., est-ce que je jette le poulet? Est-ce que je jette le plat? Est-ce que je jette le four? Est-ce que je jette ma cuisine? Est-ce que je jette ma maison? Voilà, tout ça, ce sont des cas théoriques qui ont été développés en réalité. Hein. Du grimper avec un grain de blé dedans, c'est du sérieux, en fait. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça, vu que il y a peu de chances que vous trouviez aujourd'hui un grain de blé dans un poulet. Et puis il suffit en fait de se conformer à sa coutume familiale, au titre de la simple coutume familiale, parce que c'est toujours agréable, c'est un repère sans plus. Ce sont des coutumes que l'on peut abandonner dans sa vie, bien entendu. Justement, à partir du moment où au fond de son foyer, on peut, si j'ose dire, je vais encore me faire le voir, tourner le dos à ces coutumes familiales, la préférence étant donnée à l'harmonie, bien sûr, qu'on développe entre partenaires. Bon. Et que du grain de poulet, du grain de blé dans le poulet jusqu'à la déménage, il y a tout un continuum assez inattendu. Bon, alors, pour l'heure, je n'en dirai pas plus, je rajouterai des informations sur ce sous-chapitre-là, bien sûr, au fur et à mesure, mais vous avez ici l'essentiel de ce qui est proscrit à Pessah. J'en arrive au point 2, ménage et recherche du Hametz. J'ai indiqué que, même si on peut aisément contourner l'interdit de la possession, en se dépossédant formellement du Hametz, nos sages ont considéré que c'était trop risqué et qu'il fallait effectivement se débarrasser du Hametz. D'où le ménage de Pessah, et je reviens sur cette notion, et la recherche du Hametz, un protocole, on va dire, d'inspection des travaux finis. Mais protocole mis en musique par nos sages, avec une bénédiction, avec un rituel, etc. Commençons par le ménage de Pessah. Et ça, c'est la grande évolution culturelle. Quand je parlais de ces femmes qui sombraient dans la dépression de Pessah, et je sais que nous en avons connu quelques-unes, il y avait une très grosse pression culturelle, des codes culturels très ancrés, où on se souvenait que la grand-mère, jadis, où la belle-mère fait bien savoir à sa belle-fille que la grand-mère, jadis, repeignait les murs de sa cuisine chaque Pessah. Elle-même. Et donc la pression est telle que, parce que vous imaginez, la belle-mère, etc., il faut toujours la surenchère. Enfin, je dis la belle-mère, la pauvre, mais pas la mienne, bien sûr, que je la bénisse, mais je parle d'un archétype, n'est-ce pas, d'un cliché, d'un stéréotype. Voilà. Un stéréotype belle-mère. Et donc vous avez des braves femmes qui ne sont pas exactement dans les conditions de la grand-mère du temps, qui vivaient dans la cuisine et qui occasionnellement allaient se coucher, mais qui ont une vie professionnelle, qui sont jeunes mamans, et donc il y a une expression qui commence à circuler pas mal, qui est le burn-out familial. Ça veut dire ce craquage, parce qu'il y a trop de choses à assumer, que l'héritage culturel fait que tout est centré sur une seule personne du foyer. Donc burn-out familial, marre des enfants, de ce trop plein de travail, d'avoir à tout assumer, etc., et sans être vraiment entendu dans sa détresse.
donc solitude. Alors, d'où l'importance de bien cadrer cette affaire de ménage. Et je vous assure que c'est pas facile, enfin, je ne vous apprends rien, mais abandonner l'idée du ménage de printemps à Pessah pour ne faire un ménage que de Pessah qui soit réglementaire, on peut prêcher longtemps dans le désert avec ça, parce que vous avez beaucoup de femmes qui ne se sentent pas de renoncer à ça. Parce que la perception, la projection qui est faite sur elle est telle que si on ne sait pas faire ménage de printemps comme il se doit, on n'est pas une épouse digne de ce nom. Alors, bon. Donc chacun, je dirais, fait son ménage en soi, c'est-à-dire chacun voit comment il peut gérer la situation. Mais je donne en tout cas la théorie. Le ménage de Pessah n'est donc définitivement pas le ménage de printemps. Vous pourriez avoir une maison sans dessus-dessous, je dirais presque négligée, et pourtant cachée à Pessah. Ce n'est pas une habitation, n'est-ce pas? Là, chacun gère comme il veut, mais pourtant ce serait caché à l'Épessar puisqu'il s'agit seulement d'évacuer le Hametz. Rien que cela. Et encore, quand je dis le Hametz, c'est à la condition, un, qu'il soit comestible, littéralement comestible par un animal, par un chien, un animal de compagnie, et deuxièmement, qu'il soit en certain volume, qu'il ait un certain volume, à savoir l'équivalent pour du pain, selon la masse volumique standard, de 30 grammes. Moins que cela, et j'ajoute, et ou, si ça n'est pas comestible, on peut ne pas se charger de l'évacuer. Donc pas obligé de pousser les meubles pour voir ce qu'il y a derrière, pas obligé d'aller voir sous les tapis, de faire un ménage effectif, c'est juste un grand débarrassage tout simplement. Les paquets de biscottes, le pain, etc., les pâtes, les alcools qui sont ramettes. Donc on regarde, en fait, on fait un tri, hop, on débarrasse, et la maison est cachée à l'Épessar, en fait. C'est bien, bien sûr, de faire un ménage de printemps, c'est une très belle chose. D'abord, c'est bon pour le moral, enfin, quand c'est pas épuisant, bien sûr. Mais c'est un luxe, voilà, on va l'exprimer ainsi, c'est un luxe, que l'on peut s'offrir si on est en pleine forme, si on aime ça, que l'on peut s'offrir si on a les ressources pour sous-traiter, bien sûr, mais ça reste un luxe. Le ménage de printemps est un luxe ici. On arrive à la recherche de Hametz elle-même. Donc ça, c'est la toute fin. Ça se passe quand? Ça se passe... Alors, pour cela, il faut que je décline un élément théorique sur l'avènement des interdits dans le calendrier des fêtes. Parce que l'interdit de Hametz ne commence pas avec Pessah même. C'est assez curieux. En fait, le démarrage de Pessah est assez curieux, puisque l'interdit de commencement du Hametz intervient, alors d'après la Torah, à la 6e heure, au zénith de la veille de Pessah, 14 Nissan donc. Et cette année, ce sera vendredi midi. Et nos sages ont anticipé d'1 heure l'interdiction de posséder et de 2 heures l'interdiction de consommer. Précaution donc. Ce qui fait que vous trouverez dans les brochures de Pessah pour vendredi matin, alors que le Seder est en soirée, Yom Tov entre le soir que le Seder est dans la soirée du vendredi soir, vous trouverez heure limite de consommation de points. Ça va être fin de matinée, ou là, le dernier quart de la matinée, je vous calculerai ça, et puis fin 10 000 de la possession de points, enfin, de points et quelque chose qui va osciller entre 10h30 et 11h30 par là. Pour Grenoble, ça va être dans ces eaux-là. La recherche du Hametz va s'effectuer la veille au soir de cette veille de Pessah. Donc, veille de Pessah, c'est vendredi, jeudi soir, recherche du Hametz. Ça consiste à inspecter à la lueur d'une bougie, et à l'origine c'était seulement ça le ménage de Pessah. Enfin, il y avait le débarrassage, mais on vérifiait qu'il ne resta plus rien dans tous les coins et recoins de la maison. Nos murs sont lisses. Dieu merci, ça ne vous a pas échappé, mais jadis, une maison en pierre ou avec des interstices partout nécessitait, d'autant plus il y a des enfants qui plantent le Hametz, que l'on jette un œil. Alors pourquoi la nuit? Justement pour que la recherche soit optimale, en ce sens que, en pleine journée, compte tenu de l'ensoleillement, on regarde des choses un peu loin. La nuit, à l'heure d'une bougie, vous êtes obligé de vous pencher.
Et nos sages ont voulu, dans les meilleures conditions possibles, on se penche effectivement. À la lueur d'une bougie, donc, une flamme simple, pas deux, pas trois, mais une flamme simple. Bon, à défaut, on peut utiliser une lampe torche, etc. On verra ça. Sans doute, les téléphones portables font très bien l'office. Il y a une bénédiction à réciter que vous trouvez dans les Haggadot. Une bénédiction qui vient voir les commandements, même si c'est un commandement rabbinique. Al bi'or hametz, qui nous a sanctifié par ce commandement, nous a ordonné la destruction du hametz. La bénédiction porte sur la fin du processus et pas sur son début, qui est la recherche. Ensuite, donc, avec cette bougie, sans s'interrompre par la parole, sauf pour les besoins de la recherche, on peut faire la recherche plusieurs bougies chez chaque pièce. Eh bien, on passe donc le point au coin de chaque pièce. Tous les lieux où du Hametz aurait pu potentiellement circuler. On s'abstiendra pour les lieux où le Hametz n'aurait pas circulé. Par exemple, une cave dans laquelle on ne met jamais les pieds, pas besoin de se déranger. Le haut d'un toit, évidemment, pas besoin de se déranger, si on n'y met jamais les pieds et si on n'y répand pas du Hametz. En revanche, voiture, cartable, balcon, terrasse, etc., on jette un œil quand même. Donc c'est fastidieux, ça prend un petit temps quand même, ça n'est pas rien. Question sur les résidences secondaires. Nous sommes loin, comment ça marche? Alors, lorsqu'on quitte sa résidence secondaire, tout en sachant qu'on n'y serait pas à Pessah, on ferait la recherche du Hametz avant, sans bénédiction, par exemple. Ou bien on envoie quelqu'un, ou bien des fois on s'en dépossède à distance, on verra comment faire. Sur le lieu de travail, il n'est pas nécessaire, a priori, si on n'est pas propriétaire des lieux de faire la recherche du Hametz, on débarrasse son propre lieu à soi, son bureau, sans plus, et que les autres autour de soi mangent du Hametz à Pessah, ne nous pas de cohabiter, c'est pas un souci. Voilà, en gros, les applications simplifiées. Au terme de cette recherche le soir, on rassemble ce qui aura été trouvé. On a la coutume de répandre 10 petits morceaux de pain bien enveloppés et de petits volumes, de sorte que si on n'en retrouve pas un, il ne faille pas refaire un ménage complet, parce que des fois ça arrive, c'est trop bien planqué. Donc on prévoit ces petits bouts de pain, pourquoi? Pour que la bénédiction prononcée soit un peu justifiée par une trouvaille. Ensuite, au terme de cette recherche le soir, un peu tard sans doute, il y a la formule d'annulation première, elle sera renouvelée le lendemain, qui se trouve à Haggadot, dans laquelle on dit en substance, tout le vin, pas le vin que je n'ai pas vu, et que je n'ai pas trouvé, qu'il soit nul et non avenu, telle la poussière de la terre. Donc pratique cette dépossession formelle, comme je l'indiquais, comme ce qu'il ne faut pas faire, sauf qu'on le dédie à ce qu'on n'a vraiment pas trouvé. C'est vraiment en règle. Le lendemain, matin, avant l'heure d'interdiction de possession, on se débarrasse de ce Hametz trouvé. Comment? On le brûle. Si ce n'est pas possible, on le jette dans un cours d'eau. On l'éparpille au vent. En l'occurrence, donc, aux toilettes, ça peut marcher. Bon, c'est pas très fun, c'est pas très glamour. Quoi. La nourriture aux toilettes, ça choque toujours un peu. Donc, on peut, voilà, dans les on brûle. Une fois que c'est fait, on le rend non comestible, hein, on y met de l'alcool, ou un peu, et c'est plus très. Un animal ne pourrait pas manger, c'est fini. On reprend la formule d'annulation, un peu plus définitive, cette fois-ci un peu plus ciselée. Et on l'a dit en araméen, s'il ne comprend pas, on le dit en français, c'est même mieux. Si on ne comprend que le français ici. Et ainsi, donc, il n'y a plus de Hametz, on est opérationnel pour Pessah. Ça doit avoir lieu avant l'heure d'interdiction de possession. Pas de consommation, mais de possession. Ça aura lieu vendredi matin, destruction du Hametz. Ça va jusque-là? Alors, on arrive au troisième point, qui est la cachérisation des ustensiles. On l'avait déjà évoqué, en fait, au moment de notre cours sur le cachout. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est le sujet abordé, le Shabbat qui précède Pessah. C'est une tradition dans les synagogues depuis le Moyen-Âge, sans doute même avant, qui consiste à, lors de ce Shabbat qu'on appelle, pour la circonstance,
Shabbat, le grand Shabbat. Pourquoi? Parce que les rabbins font un long et technique cette fois-ci. Les communautés médiévales allemandes ou matras, les rabbins ne prenaient la parole que 2 fois par an. Certains diraient c'est il ne s'exprime que Shabbat Shuvah, le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour pour un petit peu mobiliser les fidèles dans le repentir, et le Shabbat Gadol, veille de Pessah pour donner les instructions. À quelle heure, comment ça marche. Donc le sujet de ce Shabbat, il est axé sur la cachérisation des ustensiles. Donc je vais redonner encore quelques infos maintenant, on y reviendra ce Shabbat, et de toute façon, je peux vous référer au cours sur la cache-route, je ne sais plus jusqu'à quelle heure on avait développé ça, mais je vais quand même y revenir peu au prou. Alors, en matière d'ustensiles, le premier conseil amical préconise de changer complètement sa vaisselle, de ne pas s'embêter d'avoir une batterie pour Pessah. Moi, il faut admettre que c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Il faut vraiment être très sédentaire pour ça. Et néanmoins, quelque chose qu'on peut récupérer moyennant cachérisation. Rappelez-vous, la cachérisation consiste à, lorsqu'il y a un élément interdit dans l'ustensile, dans les parois de l'ustensile, je ne parle même pas en surface, soit l'extirper par les techniques d'ébouillantement par exemple, soit le détruire par le brûlement profond. Bon. Tout ça, je vous vois au cours précédent pour cela, sur la cache-route. Pour le Hametz, ça ne fonctionne pas. On va tantôt chercher à extirper, tantôt chercher à détruire à l'intérieur, quand c'est possible, là où c'est possible. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a des matières qui se prêtent à la cachérisation, des matières qui ne se prêtent pas à la cachérisation. En l'occurrence, tout ce qui est pierre, grès, porcelaine ne se prête pas à la cachérisation. Pas pour Pessah que pour d'autres circonstances. Le métal, oui. Le verre, oui. Et même pour les sépharadim, de manière assez simple. Le verre n'absorbe pas, n'absorbe aucune substance, même à mettre. Et donc, il suffirait d'un rinçage à froid dès lors que les surfaces sont lisses et que l'ustensile est en bon état. Sinon, métal, bois, et le verre, donc, sont cachérisables. Selon des modalités différentes. Vous vous rappelez sans doute que les ustensiles trop fragiles qui ne supportent pas la cachérisation ne sont pas cachérisables. Ça, j'ajouterais les ustensiles qui sont trop proches du pain dans la fabrication. Planche à pain, pétrin et autres, je ne sais pas moi, essoreuses pour les pâtes et autres. C'est aussi une proximité où le verre de Kiddush Shabbat qui est tout le temps à table Shabbat. Trop grande proximité avec le pain fait qu'on les écarte d'emblée, on cherche à cachériser. Idem pour les ustensiles trop complexes où des parties sont inaccessibles, qui ne sont pas aisément démontables. Pour le reste, donc, vous pourrez vous référer à ce cours encore une fois, où il y a tout un protocole de cachérisation, soit en immergeant dans l'eau bouillante, soit en aspergeant d'eau bouillante. Tous les ustensiles ne sont pas au même régime. Ceux qui sont à proximité de la source de chaleur, qui servent à la cuisson ou au service, c'est une chose. Ceux qui sont davantage couverts de consommation, c'en est une autre. La version 2 pour les derniers cuir, je vois ce qui avait été décrit à l'époque. Bon, je ne vais pas en dire plus, je pense que c'est encore fait dans vos esprits. Et sans dire, reviendra Femme Shabbat avec toi. J'ai juste une question. Oui, bien sûr. Ça veut dire que le verre à Kiddush, on doit en apprendre pour Pessah et quoi. Ouais. C'est pas indispensable, mais c'est mieux. Voilà. Là, c'est un petit détail en fait. Du verre de Kiddush, c'est pas méchant. Surtout s'il est lisse, etc. Bon, c'est pas les verres de Kiddush. J'imagine que ceux qui ont écrit ça pensaient à ces verres très voilà, travaillés, qui ont des chefs-d'œuvre, sans doute. Mais bon, il faut aller chercher la miette dans le verre de Kiddush en verre, ça fait périlleux, quoi. Alors, tiens, voilà. Question de calendrier, quand va devenir la cachérisation des ustensiles?
bien sûr, préparer les repas de Pessah, ça se fait dans une vaisselle cachère des Pessah, avec un électroménager cachérisé. Alors, la grande affaire, la cachérisation, c'est pas tant la vaisselle, c'est surtout qu'est-ce que je fais de mon four, du four micro-ondes, du plan de travail, du lave-vaisselle, tout ça avait été abordé, je n'y reviens pas. Hein, mais on y reviendra pour Shabbat Gadol, pour une mise à jour de dernière minute, bien sûr. Donc ça implique, pour préparer ces repas, qu'on soit déjà opérationnel à Kasher les Pessah. Donc le plus souvent, ça intervient, je sais pas moi, 48 heures avant leur charge du Khametz, 24 heures, sais-je. La dernière limite, c'est l'interdiction de possession du Khametz. La Kasher doit intervenir avant ce moment-là. Donc le vendredi matin, avant, ça va être 11h et demie. Qu'est-ce qu'on fait de la vaisselle qui n'est pas cachée à l'état? C'est une question intéressante. Et bien, à cette occasion, j'ai évoqué aussi la vente de match qu'on peut sauter. Alors, la vaisselle qui n'est pas cachée à l'épaisseur, il n'y a pas besoin de la vendre précisément, il suffit de l'entreposer sous clé et de sortir la clé et de la planquer quelque part, de manière à ce que ce soit isolé et qu'on n'ait pas la réflexe d'aller chercher dedans. On n'a pas besoin de descendre à la cave exprès, pas besoin de mettre ça sur le toit ou de je ne sais où, ou au garage. Ça peut très bien donc être entreposé, juste mis sous clé, même pas dans une pièce à part, juste dans un placard, ça fonctionne. Du moment que c'est pas accessible. Et du moment que c'est propre aussi. Pas besoin de vendre encore une fois la vaisselle. En revanche, il existe déjà donc ce procédé de vente du Khametz qui à l'origine est dédié, par exemple, aux commerçants qui ont un stock et qui ne peuvent pas se débarrasser du Khametz. Comme ça. C'est une perte d'argent considérable. Cette précaution que nos maîtres ont placée, qui consiste à dire ne possédez rien, même si vous pouvez formellement vous en déposséder, n'ayez rien chez vous, même s'en étant dépossédé, cette précaution-là ne tient pas s'il y a une perte d'argent substantielle. Et j'ajoute une continuité nécessaire, après ça, il va falloir réalimenter tout le monde. Donc pour eux, à l'origine, avait été conçu le procédé de vente du Khametz, lequel peut en réalité se généraliser dès lors qu'on n'a pas la possibilité de se débarrasser soi-même en tant que particulier du Khametz. Cette vente, en quoi elle consiste au juste? Elle consiste à s'en remettre à l'autorité rabbinique compétente, lui donner un pouvoir de vente. Ce sont des formulaires qui vous seront proposés, dans lesquels on indique la nature de ce qui est soumis à ce pouvoir de vente, lieu, et l'autorité rabbinique compétente, ayant collecté ces pouvoirs de vente, organisera la vente de tous ces stocks de Khametz distribués chez les particuliers, qu'elle représente. Et tout cela est vendu en bonne et due forme, et c'est assez complexe, on ne fait pas ça comme ça. C'est un sujet devant un rabbinique sérieux, et vendu en bonne et due forme à une personne non juive pendant la fête de Pessah, laquelle nous restitue. À la fin, c'est selon son bon vouloir, il est indemnisé pour cela, c'est une vraie vente. Nous restitue le tout une heure après la fête. Enfin, en général, on compte une heure après le 7e en diaspora, 7e jour après Pessah, pour récupérer le Khametz vendu via les pouvoirs de vente. Cette solution n'est pas idéale, bien sûr, mais peut s'avérer très pratique et probable. L'abus, je dirais, symbolique, c'est quoi? C'est de ne rien préparer de sa maison à Pessah, d'aller réserver 2 séjours dans les îles, cacher les Pessah et tout maintenant, et puis hop, on met la maison sous clé et on vend à Pessah. Formellement, ça fonctionne, en vrai. Et je dirais même que si on en ressent le besoin, il ne faut pas se priver. Soyons modernes. Enfin, soyons cohérents, attentifs. Mais dans la mesure où on peut un peu s'investir dans la fête de Pessah et se tenir de vendre, c'est effectivement mieux, dans la mesure du possible. Ça a un côté très pratique, notamment pour les médicaments. On a une petite famille à charge, on se retrouve avec des stocks de médicaments qui font qu'une part de la maison devient pharmacie, dans ce maritime. Et donc il y a des médicaments qui sont autorisés, d'autres non, donc on fait un petit tri et on ne va pas jeter quand même les médocs.
On peut les destiner à la vente, par exemple. Ça peut être fait. Voilà sur ce grand 1. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? En fait, on est obligé de se débarrasser également des moutons. On ne peut pas les garder. Ceux qui ont un goût, en fait. On regarde ceux qui ont un goût agréable, certains sirops, etc. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça dépend. Au lieu de. J'en ai toujours les mêmes, hein. C'est un goût désagréable. C'est juste quelques petits trucs qu'on retire, on les balance. On peut garder indéfiniment certains éléments, même si les dates de péremption sont reculées, et puis bien on les vend. Pour le reste, dès que ça n'a pas de goût, on ne cherche même pas à se prendre la tête. On le garde chez soi puisque c'est pas de nourriture à proprement parler. Je réfléchis s'il y a des. Finalement, encore plus simple que ce que j'ai imaginé. Vous voyez autre chose? Tout ce qui est bois, tout ça, dans les goûts qu'il peut avoir dessus, boîte de conserve, tout ça. Les foyers également. Boîte de conserve, c'est. Pour enlever le ramasse. Ouais. Chaque pot. Ah, des pots de conserve, c'est ça, avec la langue orange, le vieux truc, c'est ça. C'est en verre, en fait, en l'occurrence. Les boîtes de conserve en métal. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Je sais pas, des réactions comme ça. Oui, les sujets sont à froid. Il suffit d'un nettoiement, tout simplement. S'il y a besoin de développer ça, il faut les mettre de côté, quoi. Ouais. Alors, je vais pas avoir oublié 2-3 petits détails qui viendront, et sinon c'est pas bien grave. La mise à jour lors de Shabbat. Je n'arrive à la deuxième partie qui est le Seder. Donc là, c'est le Saméach en l'occurrence. Hein, le Pessah réglementaire, c'était le grand 1, là c'est le Pessah inspiré, mais en même temps, qui dit inspiré, dit un certain cadre. Du Seder. Alors, comme chaque année maintenant à Grenoble, il y aura des Sédarim communautaires. Pour se mettre d'accord avec le Maginot, mais il y en aura un Rachi, un Bar Yochai. On avait réussi à mettre en place cela, de sorte que chaque communauté puisse contribuer, offrir un Seder pour les personnes qui n'ont pas de Seder, et que les rabbins puissent aussi avoir une soirée en famille ou recevoir dans le cadre familial les personnes qui n'auraient pas où aller. Donc on va s'organiser comme ça aussi, je pense, cette année, à voir qui fait le deuxième, qui fait le premier. Quoi qu'il en soit, le déroulement en général du Seder, donc vendredi soir pour cette année et samedi soir, deuxième Seder, en Israël il n'y aura que vendredi soir. Alors, s'articule autour de commandements alimentaires, d'obligations et d'un certain contenu, d'un certain récit. Alors, on peut faire long pour le Seder, on peut faire court. Le danger quand on fait long, c'est qu'il y a une partie qui soit escamotée. Et quand on fait court, le plus ça se prend encore, c'est déjà fini. Bon, donc il faudrait bien trouver le bon moment, sachant que la difficulté du Seder, c'est des fois des difficultés de cohabitation. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes, les mêmes envies. Certains ont envie d'approfondir le texte, de le questionner, d'autres de le provoquer, de le critiquer. D'autres ont juste envie d'aller fumer une cigarette, tranquille. Que se passe. Bref, c'est des scènes de vie tout à fait sympathiques. Et puis plus l'heure tourne, plus certains s'agacent pendant que d'autres s'exaltent et ainsi de suite. Il y a tous les décalages en fait qui refont surface à ce moment-là. C'est assez marrant. Donc en la matière, moi je suis pour la dictature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui conduit le Seder, une autorité forte, reconnue, et puis, comment dire, qui ne demande son avis à personne, voilà, qui ne consulte pas. Bon, je plaisante bien sûr, mais c'est un peu ça pour que ça fonctionne. Alors, commençons par les obligations alimentaires. Moi, je vous invite à prendre le fameux tableau des mesures.
il y a un certain nombre de commandements qui, bien que dépendants du temps, concernent aussi les femmes en termes d'obligation. Hein, vous vous rappelez que les commandements qui dépendent du temps, qui relèvent d'une contrainte de temps, les femmes en sont dispensées. De manière générale, il y a quelques exceptions. Pessah, je veux dire, les consommations obligatoires à Pessah font partie de ces exceptions. Pourquoi? Essentiellement parce que la tradition nous enseigne que la sortie d'Égypte était le fait des femmes, pour l'essentiel. Le mérite des femmes a permis la sortie d'Égypte. Et c'est une grande thématique, en fait, de la soirée. Ces obligations, quelles sont-elles? D'abord, 4 coupes de vin. Idéalement, de vin rouge. À défaut d'un autre vin. À défaut encore, si on n'a pas la capacité d'absorber les volumes de vin rouge, ça peut être du jus de raisin. Mais c'est un second choix. Il ne faut pas s'en malade non plus. Hein. Alors les volumes, d'abord, excusez-moi, les incrémentations, c'est 4 verres de vin. Et pourquoi 4 verres de vin d'ailleurs? Il faut que nous puissions en rendre compte. Le premier, c'est bien sûr celui du kidouche. Le kidouche ouvre la soirée. Le kidouche des 3 fêtes, ce sera Shabbat et Pessah. Shabbat et 3 fêtes. Le deuxième verre de vin intervient après le récit. Et le récit entre guillemets. Parce que ce n'est pas exactement un récit. Cette étape du récit, on l'appelle Magid, le fait de raconter le récit. Ensuite, le troisième verre de vin intervient après le 4 Amazon. Vous savez que classiquement, dès qu'on est 3 à faire le 4 Amazon ensemble, il y a une invitation qu'on appelle Zimou en hébreu, qui est une forme de bénédiction avant la bénédiction. C'est un petit échange, comme un petit dialogue. Et ça se fait sur un verre de vin. Donc là, c'est pour tout le monde, cette fois-ci, parce qu'on a la configuration de 3 personnes. À la fin de la Amazon, un troisième verre de vin. Et enfin, c'est la quasi-dernière étape du Seder de Pessah, le Hallel. Alors, qu'est-ce que c'est que le Hallel? Je reviens dessus. Ce sont quelques psaumes, en fait, qui, rassemblés en une seule unité, sont déclamés dans les moments de l'histoire joyeuse, de la commémoration joyeuse, en signe de reconnaissance. Donc le grand Hallel de Pessah, d'ailleurs il est fait à l'office du vendredi soir, le soir de Pessah, mais surtout c'est le moment de la Haggadah, où on va louer pour remercier pour la sortie d'Égypte. Au terme de ce Hallel, il y aura un 4e verre de vin. Vous verrez que le nombre 4 intervient à de multiples reprises dans l'agencement de Pessah. Alors pourquoi les 4 coupes de vin? La Mishnah et le Talmud renvoient à 4 verbes par lesquels Dieu promet la délivrance, en indiquant comment elle se déroule. Ça se trouve dans l'Exode, au début de la section Va et Ra. Je vous sortirai, je vous sauverai, je vous délivrerai, je vous prendrai comme peuple. Ces 4 verbes, donc, les 4 termes de la délivrance, on les appelle ainsi, Arba'a Lishonot Shel Geoula, sont à l'origine 4 coupes de vin. Donc, signe de liberté, il s'agira donc de les boire en position dite accoudée. Accoudée sur le côté gauche. Alors, pourquoi le côté gauche? Il y a plein de raisons mystiques, mais je ne vais pas comprendre la chose. Sur le côté gauche, la posture de l'homme affranchi. Les esclaves ne mangeaient pas accoudés. Ils étaient en dehors du repas. Il s'agit de banquets grecs ou perses, ou sémites. Et donc, sémitique. Et donc, la position accoudée marque bien que nous évoluons, nous agissons en hommes et femmes libres ce soir-là, en affranchis. La matzah, nous verrons, se mange aussi dans cette posture-là. L'herbe amère, non, puisque ça rappelle l'amertume. En fait, le Seder va mêler des symboles paradoxaux, contradictoires,
d'un côté, nous allons mimer la délivrance, le fait d'être affranchi. De l'autre côté, nous allons mimer la misère, l'invoquer, la reproduire, la figurer. Et donc, à un moment donné, on va se dire, mais il faudrait savoir. Misère comment dire, ou affranchissement. C'est sans doute cette tension qu'on retrouve dans le questionnement de l'enfant au début. Je vais y revenir. Manishtana, en quoi cette nuit diffère des autres nuits. Je n'en dis pas plus, vous verrez. Alors, je reviens à mes coupes de vin. La posture accoudée, soit. Mais il y a des volumes et des délais d'absorption pour qu'on puisse parler de avoir bu du vin. Qu'est-ce que c'est qu'avoir bu du vin ou que boire du vin? C'est pas le siroter en petite quantité, c'est un certain volume, bon, je veux dire quantité, un certain volume en un certain temps. Alors pour le vin, vous avez deux calculs possibles. Qu'est-ce que c'est qu'une absorption conséquente de vin, à partir de laquelle on peut dire, ah, j'ai bu du vin. Alors selon un premier décisionnaire qui s'appelle Rav Chaim Nae, ça correspondrait à 86 millilitres. Pour le Chazon Ish, à mettre plus proche de nous encore, c'est 150 millilitres. 15 centilitres, quoi. Donc 8, 6 ou 15. Vous avez le choix. Ne pas aller en dessous de 8, 6. Et puis vous pouvez plafonner, vous pouvez faire davantage, à 15 centilitres. Bon, 8,6, ça fait un petit verre gentillet, pas non plus un verre à vodka, mais enfin, je sais pas comment on appelle ça. Bref, comment on dit les petits verres, les tout petits verres à alcool, ça peut paraître petit, mais c'est des verres un peu plus conséquents. On peut prendre ces mesures avant pour voir un peu, hein, pour boire le minimum si on ne veut pas se retrouver pompette avant le repas même, hein, d'accord. Après la gada, au bout du deuxième verre. Sinon, si on tient bien l'alcool, ma foi, pourquoi pas à 150 millilitres. Cela dit, on peut substituer jus de raisin, on peut faire un mélange, on peut couper vin, jus de raisin. Hein, pour des vins médiocres, c'est pas un problème. Pour des bons vins, c'est sacrilège, évidemment. On peut prendre très bons vins. Mais aussi des délais d'absorption. Pour dire j'ai bu, effectivement, c'est pas siroté, donc il y a la quantité, certes, ou le volume, mais le délai est le suivant. Au milieu, le temps de 2 gorgées d'un léger temps d'arrêt au milieu. Bon, votre calcul. Pour absorber cul sec, donc, quasiment, les 86 millilitres, en fait, c'est le temps de le boire en 2 fois. Le temps de. Sinon, on a jusqu'à 2 minutes. Bon, nous voilà rassurés. 2 minutes pour boire 8,6 malheureux petits millilitres, ça devrait le faire. Donc, avec le vin, c'est facile, c'est à chaque fois les mêmes volumes, ou le même débat sur les volumes, et les deux options sur le délai d'absorption. Bon. L'autre commandement alimentaire, c'est, alors, à l'époque du temple, il y en avait 3. Viande du sacrifice de Pessah, lequel était sacrifié dans l'après-midi, d'où l'interdiction du Hametz qui remonte au zénith de la veille. Puisque le sacrifice de Pessah était approché dans l'après-midi, sacrifié l'après-midi et grillé, puis consommé le soir. Donc il y avait ce point-là. Il y avait, pour accompagner le sacrifice de Pessah, la matzah, cette fameuse pâte non levée, on dit paradis en français, et les herbes amères maror. Le sacrifice de Pessah s'est justifié dans la Haggadah, rappelle Pessah passé au-dessus d'eux, que Dieu est passé au-dessus d'eux, en anglais Passover. Dieu est passé au-dessus des maisons qui avaient badigeonné leurs portes, leurs linteaux, leurs chambranles de sang, du sang de l'agneau. Donc c'est un symbole de délivrance, même de provocation en fait, le sacrifice de Pessah. La matzah, le pain qui n'a pas eu le temps de lever, donc c'est symbole de liberté soudaine, dont il faut jouir tout de suite sous peine de voir s'évaporer l'opportunité. Et le maror, lui, c'est l'herbe amère qui rappelle que la vie laissait une saveur amère en Égypte. Comment tout cela se combine, nous verrons. Sur un plan formel, il y avait 2 possibilités. Je dis bien il y avait parce qu'aujourd'hui, on va les reproduire. Première possibilité, c'est de tout manger ensemble pour être un peu fidèle au verset. Le Pessah se mangeait avec matzot et des herbes amères, merori. C'est une lecture. Pour d'autres, non, ça doit se faire séparément. Pessah, matzah, maror.
Alors, la matzah, du coup, on va commencer par le faire séparément, et à la fin, il y aura une combinaison des deux, de ce qui reste, puisqu'il n'y a plus de sacrifice de Pessah, il n'y a plus d'agneau pascal. Alors, la matzah, c'est aussi le nombre 4 qui va prévaloir. On est censé prendre 4 fois une masse de matzah, une quantité de matzah qui peut être qualifiée de quantité rassasiante. Ou en tout cas, à tout le moins plutôt conséquente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une quantité conséquente de pain? Et ici, de pain azim. Alors, c'est 30 grammes, excusez-moi. Conséquent, c'est 30 grammes. Le fameux comme une olive, c'est l'expression consacrée dans la Mishnah, sauf qu'on ne parle pas des olives qui se présentent à nous au moment des apéritifs. Des olives dont on a pu estimer que ça correspondrait à 30 grammes d'aujourd'hui. Alors, il y a d'abord une consommation de double dose, une double dose motzi matzah, c'est 2 fois 30 grammes. Pour les personnes souffrantes, uniquement les 30 premiers grammes, et puis on en reste là. La deuxième consommation de matzah, c'est le sandwich qui nous fait combiner matzah et maror. Et enfin, un dessert, le dessert du seder, est en fait de la matzah. Et là, c'est pour rappeler en fait un point du rituel sacrifice de l'agneau pascal, c'est que cet agneau, une fois grillé et consommé, on devait en garder la saveur jusqu'au matin. Ne rien manger derrière. Prendre aucun dessert après. Le dessert se disait en hébreu hellénisé, en aramaïsme hellénisé afikoman. Afikomenemetika. Donc c'est les douceurs, le dessert. Eh bien, aucun dessert après la viande de l'agneau de Pessah jusqu'au matin. On peut tout juste boire de l'eau. En souvenir de ça, on prend de la matzah pour terminer. On peut prendre des desserts avant, bien sûr. On prend de la matzah pour terminer avant Birkat Hamazon, ce qu'on appelle l'afikoman, donc la matzah dessert. Et vous verrez dans cette date d'où elle provient exactement. De nouveau, 30 grammes, imposition à un coup de... J'ajoute que l'obligation fondamentale, c'est les 30 premiers grammes parmi les 4 doses de 30 grammes. Et que si on est un peu gêné autour du, on peut se contenter de cela. Il y a aussi des délais. Là, par contre, c'est héroïque, il faut bien l'admettre. 30 grammes en moins de 2 minutes, au maximum, moins de 4 minutes. Ça dépend des matzot dont vous disposez, il faut bien le dire, et de la solidité de votre dentition. Matzot dont on dispose, alors j'ai omis volontairement de vous préciser qu'il y a plusieurs sortes de matzot qui circulent. Sachant qu'il y a quand même une exigence pour le soir du seder, qui n'est pas commune au reste de la fête, c'est que la matzah, pour le commandement de manger la matzah du soir du seder, doit être expressément composée de blé surveillé à partir de la moisson. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif qui permet de s'assurer que le blé n'est pas en contact avec de l'humidité, et ainsi de suite. Donc c'est un protocole industriel, supplémentaire, inhabituel. Et cette matzah surveillée existe selon une forme, soit faite à la main, c'est très joli, mais alors, la digestion, bonjour, c'est un peu lourd, soit faite à la machine, et en cela elle est tout à fait semblable à une matzah non spécifique, une matzah qu'on trouverait, qui ne serait pas surveillée, dont le blé n'est pas surveillé. En hébreu, on parle de matzah shemra, une matzah surveillée. Donc elle est un peu plus chère, pour du pain de pauvre, les tarifs, ça fait cher la misère, enfin ça fait cher. Ça s'est rationalisé avec le temps, Dieu merci, mais c'est pas donné. La matzah à la machine est moins chère que la matzah faite à la main. Bon. Donc tout dépend effectivement de ce qu'on a entre les mains. Une matzah très très dure et très épaisse et dont il serait inhumain d'imaginer la manger si vite. Bon, c'est compliqué, une matzah légère faite à la machine, ça va beaucoup plus vite. Mais sinon idéalement c'est 30 grammes en moins de 2 minutes en position accoudée, bien sûr. Si on est un peu gêné par ces délais, on peut disposer en fait d'une largesse qui oscille entre 6 et 7 minutes 30. Bon, donc on y va par petit peu. Le maror, enfin. Le maror, lui, il intervient au milieu du seder,
soit juste après la matzah, soit en combinaison avec la matzah. Et lui, par contre, lorsqu'il est seul, il ne mange pas en position accoudée. Lorsqu'il est combiné, il mange en position accoudée. Pas en position accoudée, pourquoi? Parce que c'est l'amertume, et c'est la condition d'esclave qui est rappelée ici. Alors, quel produit on utilise? Classiquement, c'est la romaine dans nos familles. En rite ashkénaze, on peut utiliser du réfort. Alors, par contre, ça déchire, ça. On peut aussi utiliser des endives, qui sont, soit dit en passant, plus faciles à vérifier que la laitue. Et oui, donc il faut des volumes assez importants. Il nous faut ce fameux 30 grammes pour pouvoir dire j'ai mangé du maror, j'ai mangé de l'herbe amère, effectivement. Ces 30 grammes correspondent à un volume, alors regardez un peu, donc on remplit le plus densément possible un cube de 3 cm de côté selon l'avis de Rabbi Hanina, ou bien, selon le Chazon Ish, 3,7 cm de côté. Vous voyez que c'est quand même rigoureusement précis. En général, ce qu'on fait, c'est que dans la paume de la main, les paumes des mains, on rassemble tout et ce qu'on arrive à remplir, ça correspond au volume qu'on doit manger. Un exemple pour la romaine, 27 grammes ou bien 40 ou 50 grammes. Il y a un délai pour cela, c'est moins de 2 minutes 40 et pas au-delà de toute façon de 5 minutes 20. D'où vient les 40, d'où vient les 20, alors ça serait un peu technique. Mais voilà, donc ça, on mange ça assez vite et pas en position accoudée, puisqu'encore une fois, ça ne concerne pas l'affranchissement. Voilà, ma foi, vous avez tous les volumes fondamentaux, les obligations fondamentales, de gestuelle en tous les cas, du soir du Seder. Alors, nous passerons, vous pourrez le découvrir lors du Seder même, et vous laissez guider soit par le guide, soit par les instructions dans la Haggadah de Pessah, comment se déroulent toutes les étapes du Seder. On essaiera de faire un passage en revue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Haggadah, justement. Voilà, le point 3 qu'on va aborder maintenant. Alors, j'ajoute une dernière note diplomatique sur ces affaires de mesure, de Seder. L'objectif est tout de même d'arriver à passer un Seder agréable pour tous. Et donc, quelqu'un ne supporte pas le vin, on peut lui proposer du jus de raisin. Quelqu'un trouve que décidément on en fait trop avec les matzot, qu'avant en Algérie ou ailleurs, c'était pas comme ça, on prenait un petit bout à chaque fois, et on ne mangeait pas les 30 grammes et tout ce bazar, c'est mon expression. Si quelqu'un est récalcitrant mais dans la capacité de, on peut se limiter aux 30 premiers grammes. Et puis ensuite faire plus symbolique, faire plus petit. Au moins il y a eu l'application du commandement de la Torah elle-même. Et puis les prescriptions rabbiniques ou les précautions, ici peuvent, pour des raisons de paix civile, parfois s'effacer. Bon. Mais la pièce maîtresse du dispositif, pour ne pas finir tard, pour que ce soit agréable, pour ouvrir la discussion, ça reste quand même le Maggid de la Haggadah, le récitatif. Et s'il est vrai que ce récit est obscur, on aura d'autant plus de mal à le rendre profitable pour tous, à intéresser autour de soi. Notre diplomatie serait mise à mal, compromise. Oui. Il faut avoir fini à quelle heure? Le repas, bravo. premier soir et deuxième soir. Alors, en théorie, il faut avoir mangé la fikoman avant la moitié de la nuit, c'est-à-dire le zénith plus 12 heures. Genre minuit, ça fait 1h du matin. Ouais, ça fait 1h du mat, voire presque 2 heures à Grenoble, en général. Les deux soirs, oui, bien sûr, les deux soirs. Les deux soirs. Je referai le calcul en détail de tout ça. D'accord. Donc, la fikoman, donc ça fait... C'est-à-dire qu'on peut bavarder, mais pas non plus de trop. Après, on peut poursuivre un peu le bavardage, jusqu'au bout de la nuit. C'est pas un souci, ça. Alors, pour rendre ce texte attractif, voici ce que nous aurons. Donc là, je vais déployer le programme pour la prochaine fois. Je vous invite la prochaine fois à venir avec votre Haggadah personnelle, si vous en détenez une. C'est dont vous vous servez pour suivre le Seder, c'est même bien gardé. Il y a les taches de vin des années d'enfance, où il y a encore des miettes de matzot des années 90, etc. Celle-ci qui a votre affection, eh bien, c'est là-dessus qu'on travaillera et vous pourrez placer des repères au fur et à mesure que nous passerons en revue le fameux tableau auquel tient beaucoup, donc, la Haggadah.
Alors le schéma général de la Haggadah, vous verrez, c'est question-réponse. Tout est là. Question-réponse. La question, c'est elle qui ouvre la soirée, enfin qui ouvre la Haggadah elle-même. Man ishtana halayla hazeh mikol halot, nous y reviendrons. Et tout le reste n'est que réponse aux questions qui sont posées. Sauf que, moi c'est une plus grande frustration, j'ai jamais pu faire le raccord, enfin jamais, j'ai que très tardivement pu faire le raccord entre ce qui était raconté et les questions telles qu'elles étaient posées. Pourquoi nous sommes accoudés cette nuit, et alors que les autres nuits on mange dans toutes les positions possibles et imaginables? Je n'ai pas trouvé la réponse, en tout cas pas directement. C'est-à-dire que quelqu'un doit m'expliquer en fait. Si je suis l'enfant, quelqu'un doit m'expliquer. En fonction de ce qui aurait été dit, pourquoi? Il y a un raccord, il manque quelque chose. Pourquoi on mange matzah ou maror et pas d'autres légumes et pas d'autres pâtes, etc. La réponse se trouve et ne se trouve pas. En tout cas pas clairement, en tout cas pas tout de suite. Exactement. Elle apparaît clairement à un moment donné, mais pas tout de suite. Donc c'est long. Donc, bon. Donc nous verrons, moi c'est mon hypothèse en fait. Donc la Haggadah est un livre qui apparaît brouillon, en fait il n'est pas, il est hyper structuré. Pourquoi c'est un texte pas exploitable a priori? C'est, je pense, le livre du maître. Vous savez, dans le livre manuel scolaire, vous avez le bouquin pour les enfants, les leçons, les exercices, et puis vous avez le mode d'emploi du bouquin à l'intention du maître d'école. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour le maître d'école de livrer aux élèves son propre livre. Non, il se sert de ce livre pour pratiquer son art, pour enseigner à lui ensuite de faire montre d'imagination, de pédagogie. Et ce livre-là, la Haggadah, ce récit, ce contenu, n'est en fait que le livre du maître. C'est une expérience d'étude, nous verrons comment on peut la vivre comme telle, une expérience à partir de laquelle on peut structurer son discours pour délivrer ce discours à l'enfant ou à celui qui attend nos réponses. Et en étant très attentif aux évolutions de la Haggadah, c'est une mine d'or d'inspiration que nous pourrons trouver, notamment, et c'est mon complément d'hypothèse, le deuxième point de mon hypothèse, c'est que la Haggadah répond à la question « Pourquoi tout ça ?», selon 4 profils, qui sont les fameux 4 enfants de la Haggadah. On reviendra sur ce texte. 4 enfants de la Haggadah, simples, l'enfant sage d'abord, le rebelle, le simple et celui qui ne sait pas questionner. Et vous verrez que tous, très exactement dans le style qui correspond à leur profil, obtiennent une réponse. Parfois elle est cinglante, c'est le cas de l'enfant rebelle, on va vraiment lui agacer les dents comme dit le texte. Parfois elle est concise et simple jusqu'à l'épure, pour l'enfant simple ou celui qui ne sait pas questionner, ça va de pair ici. Parfois elle serait érudite et parente pour nous, c'est du midrash qui s'oublie, en conjecture de midrash. Réponse dans l'enfant sage raffole, puisqu'il aime bien exprimer la précision des catégories, avoir un langage expert. Et du coup, donc, on nous apprendra, c'est la première donnée, que la transmission de la sortie d'Égypte, ça passe par un récit adapté. Adapté à la capacité d'un enfant à recevoir, mais pour un auditoire, adapté au langage de cet auditoire. Quelqu'un qui vit et qui exprime la modernité, qui ne sait exprimer que la modernité, il faut pouvoir lui exprimer dans cette modernité ce que ça signifie la sortie d'Égypte. Quelqu'un qui exprime l'archaïsme, bon, il faudra lui expliquer dans son langage à lui, pourvu que le message passe. Enseigner, c'est choisir, vous connaissez cet adage, qui est un crève-cœur le plus souvent, on peut tout dire et on ne peut pas dire comme on a envie. La cible étant celui qui reçoit, il s'agit d'adapter le récit, et donc au sens plus large que cette soirée de dessert soit reçue, pas seulement vécue et subie, mais bien reçue. Et pour ça, ça réclame une très grande attention portée à ce que chacun est en mesure de vivre. Est-il rebelle? Faut-il l'affronter? Faut-il le nourrir? Faut-il le mettre à sa portée? Bon ben voilà, tout ça, ce sont les indications qui ressortent dès lors qu'on a bien classifié chacun de la Haggadah. Voilà notre programme. Donc, si vous voulez la semaine prochaine, avec votre texte, et j'espère que vous aurez la grande satisfaction de voir s'éclairer sous vos yeux, et qu'ainsi la soirée du Seder vous soit profitable. Ça marche? Merci. Voilà, merci à vous.